Bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast au sujet de l'éveil. Dans la première partie, nous avons vu les définitions, quelles étaient les personnes concernées, quel était l'intérêt de l'éveil. Ici, nous allons voir le processus d'éveil, de réveil, comment y parvenir et quelles sont les mises en garde aussi. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Bonjour et bienvenue dans notre troisième podcast de notre émission. On n'a toujours pas trouvé. Bonjour Aurélie, bonjour la planète. Bonjour Jessie, bonjour les éveillés, les non éveillés. Et oui, parce que le thème d'aujourd'hui de notre podcast, c'est l'éveil. Alors maintenant, on vous dit tout sur comment atteindre l'éveil. Et oui, peut-être d'abord le réveil, comment on se réveille, comment on continue de s'éveiller. Alors, on va distinguer donc les deux phases, réveil et processus d'éveil. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'éveil, il n'y a que nous qui pouvons nous éveiller. C'est pas quelqu'un d'autre qui va nous réveiller. Ah, c'est vrai, c'est tellement évident. Et oui, c'est pas quelqu'un qui va se réveiller à notre place en fait. Et puis on peut pas dire aux autres, mais réveille-toi, même si on a envie de le dire. Hein, mais... D'ailleurs, même Jérôme, il l'avait dit ça. Réveillez-vous, mais oui. Parce que le réveil, c'est une étape à franchir. On peut pas rentrer dans un processus d'éveil si on n'a pas été d'abord réveillé par un petit déclic. Ouais, oui. Quel peut être ce déclic ? D'ailleurs, ce déclic, soit on le cherche, mais des fois on le cherche pas. Il arrive comme ça, souvent, la plupart du temps. Quel peut être ce déclic ? Il y a forcément un événement déclencheur ou une personne ou quelque chose qui va déclencher ce tilt. Forcément. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être une conférence, ça peut être un livre, un film, une musique, ou au fil d'une conversation, une personne à laquelle on va se confronter. Et comme on va pas être d'accord avec elle, bam, ça va nous faire une décharge électrique. Ça, c'est mon cas. C'est mon expérience. Si tu as juste l'impression d'avoir toujours été décalé dans ta vie par rapport aux autres et à ton environnement, et puis finalement tu n'as pas eu d'événements flash parce comme que cela. Ça peut être effectivement un déclic instantané, mais ça peut être aussi le résultat d'un processus d'expérience consécutive. Même du coup, quand tu es tout petit, tu as déjà eu ton processus d'expérience consécutive. Non. Ah, tu parles quand on est tout petit. Oui, et voilà, il y a les éveillés de naissance et puis qu'après qui peuvent évoluer selon différents rythmes. Et effectivement, si en plus il y a une rencontre d'un événement important, ça fait une grosse porte qui s'ouvre. Oui. J'ai l'impression que ma vie, c'est ça, enfin mon processus. Ça s'appelle des sauts quantiques. Ouais, voilà. Moi, je fais des sauts quantiques. Alors... Ouais, moi aussi. On est du coup né avec une prédisposition à l'éveil. On est né un peu éveillé, et cet éveil se déclenche par ce qu'on appelle les sauts quantiques, donc par des étapes. Mais c'est vrai que dans ton processus, j'ai l'impression que c'est plus... Enfin, t'as des événements qui sont quand même très marquants, très forts. Oui, forcément. Mais on commence par une NDE, déjà, c'est pas banal. Après, non, ça peut être... souvent, c'est quand même des événements marquants, quand c'est des événements consécutifs, des expériences souvent traumatisantes, des fois. Je pense à Nicole Canivenc qui a écrit plusieurs livres et qui a eu un gros accident de voiture. C'était son livre d'ailleurs, on parle très très bien de son expérience. Elle était commerciale et en fait elle a eu un accident de voiture qui lui a fait de graves séquelles sur le corps et ça a été l'événement déclencheur pour l'éveil. Et après elle a plus que œuvré dans le domaine de la spiritualité avec son éveil. Elle a complètement abandonné son métier de commercial. Donc c'est souvent des gros traumas ou des gros accidents ou des petits accidents à répétition. La perte de quelqu'un, la maison qui brûle, bon, c'est un petit accident. Ouais, j'ai mon fils qui est mort, mais on rigole, mais c'est arrivé à Armel Six, elle en parle très bien aussi. En fait, qu'elle a perdu son fils, forcément, c'est une douleur atroce. Mais après, elle explique le processus d'éveil qu'elle a connu suite à ça, quoi. Ça me fait penser à Evelyne Darve. D'ailleurs, Evelyne, si tu écoutes ce podcast, je t'embrasse très fort. Qui a aussi perdu son fils et qui a écrit un livre aussi sur son expérience parce que c'est vraiment la perte de son fils qui lui a ouvert toutes les portes de l'éveil et de la spiritualité. C'est un très très beau témoignage aussi qu'elle nous a laissé, Evelyne. Merci Evelyne. Oui, donc on disait que c'est les expériences de la vie qui nous amènent à nous éveiller aussi. Voilà, c'est pas forcément un choc. Ça peut être simplement les expériences de la vie qu'on rencontre. Alors,
c'est pas forcément des expériences traumatisantes, hein, ça peut être un voyage. Par exemple, Elisabeth qui est partie à Santorin, ça fait partie des expériences qui ont amené une étape d'éveil. Ouais, mais donc en fait, pour en déduire qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à vivre. Voilà, c'est ça. Il y a juste à vivre ce que tu trouves sur ta route et c'est ça qui t'amène à l'éveil, au réveil ou pas d'ailleurs. Ouais, ok. Est-ce que, à part vivre simplement, alors du coup, est-ce qu'on peut aider le processus? Ben, il peut y avoir tout ce qui va faire violence au corps, tout ce qui va perturber le corps physique. C'est les sadomasochistes qui vont t'entendre ça. Ouais, non, mais je parle pas de... non, je parle pas de trauma, enfin, quoi encore que quand on a un accident, ça peut créer... comme je parlais de Nicole, ça peut créer un réveil, mais je parle plutôt de mettre son corps à l'épreuve, donc par le yoga, la Hatha sudation. Ah oui, ça, c'est pas une épreuve pour tout le monde, le ouais, yoga. Pour moi, c'en est une, hein. Pour moi, le yoga, c'est une torture. Donc, ouais, pour certains, c'est juste sentir son corps. Mais... Ah ben, moi, c'est le dépasser hein, quand je fais du yoga. Il faut vraiment que je sorte de mon corps, que je m'extirpe de là pour dépasser la souffrance. Et du coup, ça m'apporte quand même un... Ouais, ça me déclenche des trucs au niveau spirituel. Ah, ouais. Ouais, moi, je suis trop hyper laxe pour arriver à déclencher des choses spirituelles. C'est une réalité en plus. Et ouais. Ouais. Donc je pensais surtout en fait à tout ce qui est relié au chamanisme, donc la Hatha sudation, la transe avec le tambour, tout ce qui met le corps à l'épreuve. Les respirations aussi. Les respirations, quand on parle de tout à fait. respiration holotropique, celle-là, elle est tellement puissante que effectivement le corps peut rentrer en transe. Alors, plus controversé, le jeûne thérapeutique. Quand on fait un jeûne aussi, on peut entrer dans une espèce de transe qui amène aussi un réveil par moment. Ah oui, tiens, je n'aurais pas pensé à ce jeûne-là, parce qu'effectivement, on en parle surtout de manière thérapeutique. Donc, on ne parle pas de jeûne spirituel, mais... Non, de jeûne thérapeutique. Hein. Alors, la privation de nourriture. La privation de nourriture, très controversée, hein, on prend ça avec des pincettes, puisque... Oui, puisqu'il y a eu des cas de décès, hein, d'ailleurs, là-dessus, mais il y a aussi des témoignages de personnes qui sont devenues praniques, les appelle-t-on comme ça, il me semble. Des personnes qui se nourrissent de lumière. Oui. Alors, quand on parle de privation et quand on parle de violence sur le corps, parce qu'on a parlé du coup d'abstinence de nourriture, mais d'abstinence sexuelle surtout, effectivement, il arrive que la personne atteigne l'éveil, même si ça semble très étrange en ce qui me concerne, par l'abstinence totale de relations sexuelles ou de plaisir sexuel, donc par l'effacement du corps. Ça existe. J'ai du mal à le concevoir, mais ça existe. Parce que l'inverse peut exister aussi. Oui, l'inverse peut exister aussi. On peut déclencher un éveil par la pratique sexuelle. Je dirais que tout dépend encore de quelle est l'intention derrière tout ça, en fait. Ah bah des fois, il n'y a pas d'intention. Et des fois, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'intention consciente. Il n'y a pas d'intention consciente, oui. Ouais, c'est quelle est justement la place du cœur, du mental, des tripes, en fait, comment tout est aligné à l'intérieur pour que ça se déclenche, soit par l'abstinence, soit par la pratique. J'ai du mal à imaginer, par exemple, quelqu'un qui va déclencher un éveil en regardant un film porno. Alors, tu as du mal à l'imaginer, mais cela dit, apparemment, il y a des personnes qui vont regarder un film qui va leur sécréter une hormone et cette hormone va permettre un éveil. Ça se peut, c'est très étrange, mais ça se peut. Ouais, ça a été vérifié. C'est vrai que l'éveil est une question d'hormones. Hein, ouais. Et d'ailleurs, certaines substances aident à déclencher ces hormones. Oui, alors donc là, c'est médecine. Voilà, le sujet le plus délicat au niveau légal en France, donc ce qu'on appelle les médecines. La consommation de plantes. Une autre sorte de chamanisme après les trans. Donc on a des témoignages, des interviews là-dessus. C'est vrai qu'il y a cette métaphore qui est parfois utilisée de pourquoi marcher si on peut utiliser un avion, une mobilette, une voiture, ça va beaucoup plus vite quoi, pour arriver. Et après, bon, on se demande aussi pourquoi aller plus vite, parfois il n'y a pas besoin. Je dirais, personnellement, c'est une question de choix, mais voilà, moi je rejoins par rapport à ma propre
expérience, pas forcément par rapport aux plantes, mais c'était ces questions de porte qui s'ouvrent, c'est d'un seul coup, c'est waouh, j'ai une compréhension instantanée et intégrée en fait de quelque chose, enfin une espèce d'intelligence qui va venir, une intelligence du vivant qui s'intègre, mais grâce à une grosse ouverture qui est là d'un seul coup. Et puis voilà, après la vie continue et hop, tiens, je vais me faire accompagner avec telle autre médecine. Et là, pareil, une autre porte de compréhension va s'ouvrir. Les portes de la perception, d'ailleurs, dirait ce cher Aldous. Alors, la consommation de ce qu'on appelle les médecines est quand même à double tranchant. Alors, elle est très usitée en Amérique du Nord et Amérique du Sud par les hommes médecines, justement, qu'on appelle aussi chamans, mais c'est pas les mêmes chamans que l'Asie, qu'en Asie. Et les hommes médecines utilisent beaucoup l'ayahuasca et le tabac. Alors le tabac non pas à fumer, mais à ingérer. Il y a un grand nombre de plantes, notamment de plantes et de venins aussi, le venin des animaux, le venin de la grenouille, très puissant aussi. Ouais. Voilà, qui permet alors des purifications, qui permet des éveils, des portes qui s'ouvrent, des prises de conscience. La mort de l'ego, là c'est vraiment l'expérimentation de la mort de l'ego. Mais cela dit, c'est quand même à double tranchant, parce que comme tu dis, ça va très très vite. Et il y a des personnes qui vont être un peu flemmardes et se dire, bon bah allez hop, je vais partir en Espagne pour aller consommer de l'ayahuasca pour ouvrir cette porte. Puis finalement, à côté, le travail, on le fait pas. Or, être éveillé, c'est aussi un travail personnel. Et utiliser un tiers ou utiliser un moyen extérieur, c'est bien spontanément, ou après c'est chacun dose ce qu'il utilise ou ne l'utilise pas. Moi personnellement, je n'utilise pas du tout les médecines. Mais ça serait peut-être... Bon, là, c'est juste une pure supposition, mais une incompatibilité liée à des NDE que tu aurais eu. Non. Non. Non, je pense pas que ce soit lié au NDE. Non, après, déjà d'une, je n'en ressens pas le besoin. Et ensuite, je n'ingère pas des choses qui me semblent pas cohérentes et alignées avec mes énergies. Donc, j'utilise pas du tout de médecine. En plus, j'aurais très peur des dégâts que ça pourrait occasionner parce que sans médecine, c'est déjà pas mal. Ça pulse déjà dans tous les sens. Donc, si je rajoute un truc dessus, j'ai un peu peur de ce que ça peut donner. Je risque de m'envoler puis revenir. Mais en fait, non, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est le phénomène de dépendance, puisque du coup, les personnes vont avoir tendance à reconsommer derrière et encore et encore et encore pour avoir tout le temps ces sensations, ces perceptions, ces ouvertures, plutôt que de le faire par soi-même. Et donc, on va avoir besoin de ça pour déclencher. Alors, la notion de dépendance ne peut pas exister avec ce genre de médecine. Enfin, en tout cas, le corps n'est pas dépendant. Voilà, je parle pas de la dépendance physique, je parle de la dépendance psychique. Ouais, il va vouloir s'attacher à ça pour aller plus vite, ou pouvoir le ressentir tout le temps. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est que quand, en fait, la plante est vraiment bien prise... J'ai cette impression, c'est que l'intégration au quotidien se fait. Et donc après, il n'y a pas besoin d'aller... Il n'y a pas cette sensation d'urgence à aller recourir à ça. Il peut y avoir ce besoin-là, je pense, quand effectivement on a connu quelque chose de fort et qui a été agréable, parce que forcément, si ça n'a pas été agréable, on ne va pas se presser d'aller recourir à ça à nouveau. Mais qu'après, on est lâché dans le vide et puis que cette sensation... cette hyper-connexion et un peu décalée de ce processus et ne pas le faire n'importe comment. Donc ça veut dire être dans un bon état d'esprit, être bien guidé pendant tout ça, ça va aider. Et les intentions qu'on met dedans, ça accompagne tout le processus qui se fait aussi par la suite d'intégration au quotidien. Donc dans la matérialisation de ce qu'on fait dans les actes et dans les relations avec les autres. Ça a été bien dit aussi par Franck et Mathieu, il me semble. Alors, je rebondis parce que ce que tu dis, et ce phénomène de dépendance, il n'est pas uniquement valable pour les médecines. Il est également valable pour l'accompagnement en tambour, les trans et les thérapies. Et les méditations. Ouais, j'ai connu quelqu'un qui était dépendant aux méditations. Oui. Il peut y avoir des personnes accros, par exemple, à une cartomancienne ou à une médium. Parce que ça va leur procurer un éveil, un truc, un déclic, ça va les rassurer et donc vont
vont consommer à outrance les thérapeutes, les voyants, les médecines, tout ce qui peut les rassurer, les trans, le oui, tambour, mais ça va être déconnecté complètement de l'éveil, ça. et qui deviennent consommateurs de spiritualité. Oui, ça existe. La consommation de spiritualité. Ouais. Donc cette addiction, elle est pas qu'envers les médecines, elle est envers vraiment tout type d'outils spirituels. Cette volonté de consommer un outil spirituel pour avoir cette sensation d'amour, en fait, cette sensation d'éveil et cette sensation de porte qui s'ouvre. Au lieu de se rapprocher de soi, dans ce cas-là, on finalement continue à s'éloigner. Bah Donc on va aller toujours chercher autre chose. Oui. En fait, l'éveil, c'est surtout aller regarder à l'intérieur. Hein. C'est un petit peu ce qu'on n'a pas dit, mais le secret, en fait, voilà, le secret, je vous le révèle maintenant, c'est que tout est à l'intérieur de vous. Et ouais, non, mais on ne peut pas aller chercher à l'extérieur de soi, en fait. C'est pareil, si on prend quelque chose, c'est pour nous aider à la regarder à l'intérieur. Ce ne sont que des outils qui sont là pour nous aider à nous ouvrir, à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Dans le même genre d'idée, dans comment atteint-on l'éveil, je pensais aux religions aussi. Et ouais, alors les religions, pareil, c'est à double tranchant, parce que ça peut aider, comme ça peut tuer complètement l'éveil. Voilà. Dans les religions, je mets aussi toutes les nouvelles néo-spiritualités, New Age et compagnie. Hein. Le scientisme. Oui, tout ça. Parce que c'est à double tranchant, parce que ce sont souvent des dogmes qui donc enferment au lieu d'ouvrir. Ouais. Qui te mettent une vérité auquel... si tu réfléchis pas, là, c'est... Quand on est éveillé, on a une capacité de discernement. Et quand on se laisse avoir par ces dogmes-là, et qu'on n'arrive pas à réfléchir par soi-même, en fait, voilà, il n'y a pas à chercher, on n'est pas éveillé. Voilà, c'est très important le discernement. Un bon éveillé va être capable de discernement, oui, vraiment. Ouais. Pour éviter les déviances et l'ego surdimensionné aussi. Voilà. À force de mettre des rituels dans la religion aussi, par moment, ça éloigne de la foi et ça éloigne de l'amour. On se concentre sur le rituel plutôt que de se concentrer sur l'ouverture du cœur et sur l'ouverture de l'esprit. Donc du coup, ça nous éloigne du but recherché. Mais cela dit, la religion, comme les médecines, ce sont des outils. Voilà, on a différents outils qui sont à portée de main, qui vont permettre un réveil ou qui vont nous permettre de continuer le processus d'éveil. Ça va dans les deux cases, là, du coup. Je vois... pour certaines personnes qui sont pas qui se disent croyants mais qui sont pas affiliés totalement au dogme et qui ne vont jamais à l'église d'ailleurs, et puis qu'ils se contentent de parler à des anges ou des saints voilà, finalement ça les maintient dans une certaine connexion à une énergie. Après ils ont besoin de mettre un nom ou de s'affilier à quelque chose qui a été connu depuis toujours, mais voilà, ça les rassure. Ouais. Et du coup, je pense qu'on peut finir sur ça pour comment atteindre le réveil, pardon. Les NDE, ça en fait partie. NDE, pour ceux qui ne savent pas, Near Death Experience ou expérience de mort imminente, EMI. Mais ça, c'est pareil, ça se provoque pas par soi-même volontairement. Ça se provoque pas. Je préfère le préciser, on sait jamais. Hein. mais oui. Alors, comment peut-on entretenir cet éveil, sinon aussi au quotidien ? Alors, on a quand même beaucoup d'outils maintenant qui sont à notre portée. Hein. Tout ce qui est stage, formation, lecture, film, méditation. Il y a tout un panel de choses qui peuvent nous aider à rester éveillés ou à aller plus loin dans notre éveil. Il faut toujours continuer à apprendre, à chercher, à se former, tout en étant capable de discernement, parce que malheureusement, il y a beaucoup de thérapeutes ou de guides ou d'accompagnement ou de coachs qui n'ont pas travaillé non plus sur eux-mêmes et qui accompagnent dans le but de se guérir eux-mêmes, et on arrive à des dérives parfois très graves. Donc toujours faire preuve de discernement, même quand on enseigne ou même quand on se forme. Oui, et puis faire confiance à son intuition aussi, hein. C'est lié. Oui, c'est lié. L'observation, je dirais la juste observation de soi, là, franchement c'est tellement simple et évident aussi. Simplement s'observer, ça permet de conscientiser, puis de regarder en fait ce qui va faire qu'on reste bloqué dans certains schémas des fois, et puis ces schémas qui nous font tourner en rond dans notre vie et qui font que cette vie on n'en a pas vraiment envie, qu'on a envie de s'éveiller vers autre chose. Donc observer autant les pensées
que les émotions, les ressentis, des fois ça suffit. Pendant un moment, on peut dire oh tiens, ça j'aime pas, puis à un moment donné, on trouve la petite clé pour soi-même arriver à dépasser. Donc l'observation peut très bien suffire comme propre thérapeute parfois. Oui. Quand ça dépend du sujet, si le sujet est un petit peu trop gros, des bons thérapeutes, il y en a aussi. Oui, il y en a aussi, oui, je ne délivre pas les thérapeutes. Donc se former, travailler sur soi, bien sûr, savoir se remettre en question. Il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il faut quand même mettre en pratique ce qu'on apprend. Et oui, pratiquer. C'est pas Jérôme qui nous avait dit ça? Si. Alors, mais lui, il le disait par rapport à sa discipline. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Sa discipline de yoga Kundalini. C'est vrai que... Oui. Je pense que lui, il a dit ça pour ça. Après, il a donné l'exemple par rapport au yoga Kundalini, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être dit pour tout cas de figure. Bien sûr. Il faut pratiquer. Alors voilà, chacun va trouver le cadre adapté à sa pratique. Tout à fait. Voilà, parce que de toute façon, sans cadre, on n'a pas de direction, on va nulle part. Et puis après, je pense qu'il n'y a pas de timing à ce niveau-là, mais quand même, avoir une direction ou savoir où aller, ça permet de rester dans ce cadre de l'éveil. Parce que sinon, on peut vite retourner dans certains travers. Et oui. Là, attention, on peut aller en enfer. Ouh là là, la culpabilité. Ah bah ouais. Ouh là là là. Ça nous fait quand même énormément d'éléments pour pouvoir nous aider dans ces processus d'éveil. Mais est-ce qu'on peut vraiment savoir qu'on est éveillé, à ton avis? Comment on le sait? C'est vrai qu'il n'y a pas de radar, il n'y a pas un thermomètre pour dire on est éveillé. Mais ouais, c'est pas... Il y a quand même un indice. Il n'y a pas la lumière qui est tout autour et puis ça se voit. Ah, ce serait tellement plus simple. Ah bah quand on est éveillé, par contre, on arrive à voir l'éveil des autres. Donc on voit la lumière autour. Ah ouais. Mais comme on ne se voit pas forcément soi-même, ça peut être compliqué. Mais on a quand même un indice qui est important, un premier indice. C'est que la première chose qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'on fout là, en fait. Oh bah ouais, c'est quoi ce truc? Il y a un truc qui cloche, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fiche ici? On est dans l'incompréhension du monde qui nous entoure, on se sent un peu un extraterrestre, on se demande pourquoi on est venu là. Ça, c'est quand même un indice que du coup, la réalité n'est plus la même, on la voit différemment et que donc, soit l'éveil, il est fait, le réveil est fait, soit il est en cours d'être fait. Ouais, et puis on se rend compte que tu te dis, mais ça sert à quoi, Parce que t'as l'impression que tout est joué finalement. Donc, mais ouais, mais on est là, c'est qu'il y a bien une raison aussi, comme on disait avec Florian. Après, comment on sait qu'on est éveillé? Déjà, on commence à avoir moins de peur. Par exemple, on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de l'inconnu. Comme on avait dit au début du podcast, il y a beaucoup de peurs qui ont sauté. Mais là, on en est conscient. On est conscient qu'il n'y a plus les peurs. Ouais. On voit les choses différemment, comme si tout avait sa raison d'être. Comme si tout était juste. Oui, voilà, on comprend cette notion qu'on entend parfois, toutes les sauces aussi, oui. Tout est juste. Donc là, c'est que si on commence à penser comme ça, c'est que quelque part, le réveil a été fait. Toute autre chose, quand on est éveillé, on a de l'intuition qui est plus grande. On est plus attentif à son intuition. On peut ne pas l'écouter aussi. On peut ne pas l'écouter. Si on est un éveillé qui manque de confiance en soi encore. Voilà, on peut savoir qu'on a de l'intuition, mais pas en tenir compte. Avec l'intuition, parfois on sent des énergies, on capte l'invisible, on discute avec les esprits. Bon, là, c'est qu'on a quand même atteint un certain degré d'éveillé, là. On est une âme dans un corps aussi. Ouais. Ça, si on a cette conscience-là, c'est qu'on est éveillé. Et on se sent relié à quelque chose de plus grand. Oui, et oui. On n'est pas l'origine de sa propre personne. Ça peut être très difficile à comprendre, quand on vit dans ce type de société où on valorise en même temps l'individu et l'ego, Donc, oui. Donc c'est pour ça que des fois on rentre en confrontation aussi avec les valeurs que la société peut mettre face à nous, Il peut y avoir cette espèce de conscience intérieure, tu vois, ce germe d'éveil qui est là, puis en même temps, c'est ça la dissonance qu'il peut y avoir entre l'éveillé ou le futur réveillé, et puis ce qui regarde en face. C'est vrai qu'il y a cette dissonance, et puis le fait que les éveillés se sentent incompris parfois. Oui, ça fait partie d'ailleurs des troubles et des problèmes qu'on peut rencontrer avec l'éveil. Ouais.
Parfois, on passe par des phases d'isolement. Oui. On vit comme un ermite, on se sent vraiment tout seul. Ouais. Alors, soit on se sent seul, soit on se sent un alien, soit on se sent fou. Après la folie, bon, c'est vrai qu'on va pas s'étaler là-dessus, mais ça a été quand même étudié, hein, parce que comme c'est pas aussi compris de l'extérieur, ceux qui ont des grosses crises d'émergence très spontanées sont parfois pris pour des fous et sont enfermés, quoi. Et c'est le professeur David Lukoff aux États-Unis qui a très bien étudié ce sujet pour essayer de faire entendre quelle est la différence vraiment entre quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques et quelqu'un qui a juste une prise de conscience un peu trop forte. Ça fait partie de mon expérience personnelle, si je peux me permettre d'en parler ici. Bien sûr. Quand j'étais petite, du coup, je captais énormément de choses et ma mère pensait que j'étais schizophrène, donc elle m'a envoyé voir un pédopsychiatre. Donc à la première séance de pédopsychiatrie, le pédopsychiatre m'a fait faire des dessins, m'a fait jouer, etc. Et je le remercie d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est lui qui a dit à ma mère, mais écoutez madame, votre fille n'est absolument pas schizophrène, elle est juste médium. Et voilà, ce qui en 1978 était énorme. Ouais. Parce que c'était quand même tabou. Ouais, c'est clair que tu aurais pu tomber sur... Ouais. En conclusion, alors, faut-il s'éveiller? Doit-on s'éveiller? Pourquoi s'éveiller? Quel est l'objectif final? Quelle est la finalité de l'éveil en fait? C'est se sentir bien les uns avec les autres, de vivre dans un monde quand même un peu plus agréable et beaucoup plus chouette, harmonieux, sans accroche, quoi. Un monde où on déciderait collectivement, où il n'y aurait pas de prise de pouvoir les uns sur les autres, où on aurait cette sensation d'être réellement libre, un total respect, une compréhension permanente et totale en fait des uns avec les autres, des humains vers la nature, des humains vers les animaux. Voilà, il y aurait... C'est comme ça pour moi un monde idéal d'éveiller, comme dans La Belle Verte. C'était ça, La Belle Verte, de Colin Serrault. Parce que quand même, on n'est pas là pour s'emmerder. Oui, c'est vrai que c'est ça en fait, une des finalités, c'est qu'on n'est pas là pour s'emmerder. Donc autant, quitte à être... D'ailleurs, qu'est-ce que ça apporte de transformer le monde à part en faire un monde meilleur? Oui, ça apporte quoi de transformer le monde? Rien, c'est qu'un jeu en fait. Un jeu, J-E. Et ouais, ça nous apporte rien finalement. Donc ça dépend à quel jeu on a envie de jouer. Ouais. Enfin, si quand même, c'est faire un monde meilleur qui soit en résonance avec la source, l'univers, la divinité, on l'appelle comme on veut, Dieu. Faire un monde meilleur en résonance avec le divin. Faire une vie matérielle en fusion avec une vie divine. C'est ce que certains appellent l'ascension, c'est fusionner la vie divine avec la matière. Ouais. Et donc c'est la fusion, oui. Et en concret, c'est incorporer l'amour dans la matière. Mais là, j'ai envie de te redire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'incorporer le divin dans la matière? Eh bien, je ne sais pas, puisque la cuillère n'existe pas. Du coup, parce que si tout est de source divine et amour, même celui qui a envie d'expérimenter... d'être un tueur de chiens, il vit son amour comme ça, quoi. Bah oui. Donc en fait, tout est amour, quoi. Tout est amour. Il y a des choses qui sont parfois un peu difficiles à concevoir, mais tout est amour. Est-ce qu'il y a une potentialité qu'un jour tout le monde soit éveillé, que même ceux dont on parlait au début, qui font partie des non-éveillés, qui veulent pas s'éveiller, qui sont bien comme ça, s'éveillent quand même? Alors, il y a avec cette notion, on avait la notion de masse critique. Ouais, la théorie de la masse critique, qui est une théorie qui, à la base, faisait partie d'une expérience nucléaire, enfin de la science nucléaire. C'est la masse critique, le seuil où nos comportements font basculer la majorité. C'est-à-dire que quand un courant minoritaire dépasse 25% de la population, il s'impose au reste de la population. C'est un seuil de bascule. Donc si nous sommes 25% de la population à être éveillée, le reste de la population va s'éveiller par résonance. C'est Franck, dans l'interview que vous pouvez retrouver dans Éveillez-vous, qui avait parlé de la levure dans le pain. Je trouvais que c'était une très belle image.
En fait, il peut y avoir qu'une poignée d'éveillés, elles formeront comme une levure qui va faire gonfler le pain. Je vous invite à regarder l'interview de Franck. Il en parle très très bien. Oui, que vous trouverez sur la chaîne YouTube ou sur le site internet véritéintérieure.com. Merci de votre écoute. On se retrouve pour un prochain podcast. Le thème est à définir, mais on vous promet de faire un podcast sur la culpabilité et sur les âmes. Merci. Et merci à tous ceux qui ont participé aux interviews. Merci à tous ceux qui l'ont écouté. Et à bientôt. À bientôt.